Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse une autre, de crise en crise, toujours ramenant le présent, bienvenue dans la zone libre pour prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, la revue libre d'août, partie 1. Bonsoir à tous et à toutes pour cette édition un peu spéciale, on va dire, de la revue libre pour le premier volume du mois d'août, car je serai tout seul à la faire. Et oui, effectivement, chacun a besoin de ses petites vacances et de se reposer, mais pas de repos pour les étudiants, donc je m'y colle. Alors, étant donné que ce sera une émission réalisée en solo, il y aura un format légèrement différent et plus linéaire que d'habitude, sans interaction malheureusement. Mais en espérant que cela sera toujours instructif et intéressant pour vous. Alors, au programme de ce soir, il sera question de la cérémonie des Jeux Olympiques, cérémonie d'ouverture, des Jeux Olympiques en eux-mêmes, un petit zoom sur les performances des athlètes, surtout français, jusqu'à présent, d'un événement tragique et de ses répercussions qui ont eu lieu en Angleterre, d'une manœuvre, ou du moins un début de manœuvre diplomatique d'Emmanuel Macron vis-à-vis du Maroc, des actions d'Israël dans le cadre du conflit à Gaza, et finalement du Venezuela et des troubles électoraux qui touchent ce pays. Donc en premier lieu, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui a eu lieu en début de semaine, n'a pas manqué de faire parler d'elle. Reconnue par bon nombre de journaux de la presse de courant principal, mainstream, la performance du spectacle son et lumière a été largement reconnue, mais n'a pas manqué également de susciter des interrogations, voire des contestations, dans le cadre de la représentation de Marie-Antoinette décapitée, mais surtout de la reproduction de la fameuse scène, donc scène C-E accent N-E, qui est un très vieux tableau représentant le fameux dernier repas de Jésus-Christ en compagnie des 12 apôtres, qui a été parodié, oui, avec des personnes représentant la diversité corporelle et sexuelle, avec des femmes manifestement en surpoids et des transsexuels, ce qui n'a pas manqué de faire beaucoup réagir à l'international, mais y compris en France, surtout parmi les milieux religieux, principalement chrétiens, mais également musulmans, qui dénonçaient justement la moquerie et la mise en dérision justement de la figure de Jésus-Christ et plus largement du christianisme aussi. Des personnalités internationales n'ont pas manqué de réagir, hein, au premier chef Donald Trump, candidat à la présidentielle états-unienne, mais également Giorgia Meloni en Italie, et des personnalités également du monde musulman qui se sont exprimées contre justement cette moquerie destinée à Jésus de Nazareth ou Jésus-Christ ou Issa, enfin oui, Issa qui est le nom de Jésus dans l'islam. Alors l'organisateur, le grand chef d'orchestre de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, mais également la cérémonie de clôture, Thomas Joly, a nié, suite à toutes ces contestations, le fait qu'il s'agissait d'une représentation de la scène, quand bien même de nombreuses personnes ayant participé à celle-ci, y compris le service télévisuel public français, France Télévisions,
ont justement revendiqué fièrement le fait qu'il s'agissait d'une représentation de la scène. Face justement à la contestation, Thomas Joly a affirmé qu'il ne s'agissait pas de ça pour finalement s'excuser aux côtés du Comité international olympique de l'offense faite aux chrétiens. Les réactions ont été très variées, certains ont accueilli favorablement justement cette représentation, mais comme développé, d'autres l'ont vue de manière très blessante. Également, le jour de la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques, un une opération de sabotage, on va dire de grande envergure dans toute la France, a été, découverte. Il s'agissait de sabotage de lignes à haute vitesse, donc TGV, heu, qui aurait pu causer potentiellement, s'ils n'avaient pas été repérés par les services de la SNCF, des morts très probablement et des accidents de train tragiques. Heureusement, cela a été évité, mais ça n'a pas manqué d'affecter pas moins de 800 000 personnes qui auraient dû normalement emprunter ces dits trains, le jour de l'inauguration des jeux olympiques et jusqu'à maintenant, on ne sait pas exactement, hem, qui sont les responsables, car il s'agit véritablement d'une opération de grande envergure qui a touché quasiment tout le réseau à grande vitesse, français. Mais il semblerait que le regard des autorités se tourne vers des groupuscules dits d'ultra-gauche, heu, ayant probablement voulu faire démonstration d'une contestation vis-à-vis des jeux olympiques, pour le traitement des travailleurs sur les jeux olympiques ou que sais-je. Nous aurons très probablement un mot final pour cela, mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Toujours dans les jeux olympiques, hem, au cours justement des, épreuves qui ont commencé, plusieurs personnalités françaises se sont, démarquées. Le premier d'entre eux qui, focalise sur lui l'attention, depuis depuis ses 1res victoires, Léon Marchand, le nageur français qui, grâce à sa victoire toute récente de ce soir aux 200 mètres 4 nages est, quadruple champion olympique à seulement 22 ans, donc de 200 mètres 4 nages, 200 mètres brasse, 200 mètres papillon. Ces 2 titres qu'il détenait déjà depuis, 2022, si je ne dis pas de bêtises, et également 400 mètres nage, épreuve au cours de laquelle il a réussi à battre le précédent record olympique qui était détenu par le célèbre Michael Phelps, qui est, sauf erreur de ma part, le, nageur le plus décoré, enfin titré justement de l'histoire des jeux olympiques. Teddy Riner de son côté, le fameux judoka français, a encore une fois décroché une victoire avec un 3e titre olympique individuel dans la catégorie des plus de 100 kilogrammes et il devient par la même occasion le judoka le plus titré de l'histoire. C'est au total son 4e titre olympique. Comme je l'ai dit, c'est son 3e individuel. Il en a également un autre en collectif. Avec le tennis de table également, nous avons Félix Lebrun, jeune homme de 17 ans qui, n'avait pas manqué de susciter la surprise au cours justement des manches précédentes. Il a finalement dû s'incliner face au vice-champion olympique Fan Zhendong, et il concourra donc dans la petite finale pour la médaille de bronze. Loin des réjouissances, des, jeux olympiques et des performances des athlètes, un drame a eu lieu en Angleterre le 30 juillet, de cette semaine. Une attaque au couteau dans la ville de Southport, au sud de Liverpool, en Angleterre, a, causé la mort de 3 enfants, 2 sur le coup et un autre à la suite de ces blessures et a causé, 10 blessés, 8 enfants et 2 adultes, dont 5 parmi les enfants sont dans un état critique et les 2 adultes, eux, sont également dans un état critique. Le suspect de cette attaque au couteau serait un homme de 17 ans, d'origine apparemment rwandaise.
il aurait été interpellé par les services de police britanniques. Suite à cela, des manifestations ont eu lieu depuis justement le 30 juillet contre, apparemment, justement le la criminalité qui serait en hausse à cause de l'immigration massive au Royaume-Uni. Ces manifestations ont malheureusement tourné à l'émeute, avec entre autres une voiture de police qui se retrouvait brûlée lors des confrontations entre la police et les émeutiers et manifestants. Comme annoncé, Emmanuel Macron a amorcé une manœuvre diplomatique nouvelle et pour une fois peut-être pas totalement insensée, où il a suggéré que la France reconnaîtrait la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Donc à partir du Sahara, anciennement détenu par l'Espagne en tant que colonie, qui a été depuis la fin de l'empire colonial espagnol, occupé et administré de fait par les autorités marocaines, malgré la contestation du Front Polisario qui revendique l'indépendance du Sahara occidental avec le soutien entre autres de l'Algérie. Et au travers de cette manœuvre, la France semblerait amorcer donc la reconnaissance de son côté de la souveraineté marocaine sur ce territoire contesté. L'Algérie, en représailles, a rappelé son ambassadeur en France, amorçant peut-être une crise diplomatique ou du moins un refroidissement dans les relations franco-algériennes, en parallèle d'un réchauffement des relations franco-marocaines. Au Proche-Orient, Israël a mené des frappes dans le cadre de sa lutte contre le Hamas, mais également le Hezbollah au Liban, contre des figures importantes de ces deux organisations. En premier lieu, Israël a frappé au cœur de l'Iran, à Téhéran, la résidence du chef politique du Hamas, le 31 juillet, et l'a éliminé par la même occasion. On ignore pour l'instant la teneur exacte de cette attaque, s'il s'agissait d'une attaque au missile ou d'un piégeage de sa résidence. Il semblerait qu'un missile ait frappé le lieu de résidence, mais que celui-ci était au préalable piégé. Dans tous les cas, celui-ci se retrouve mort à l'heure qu'il est. En parallèle, le chef militaire, lui, du Hamas, a été annoncé mort le 1er août par les autorités israéliennes. Nous n'avons pas encore de confirmation, mais nous n'avons pas de raison de douter a priori de la véracité de cela, à moins d'une contre-affirmation de la part justement des autorités du Hamas. Au Liban, c'est le numéro 2 du Hezbollah qui a été tué lors d'une frappe à Beyrouth, en plein cœur de la ville, qui aurait causé de nombreux dégâts aux bâtiments environnants, causant probablement des morts et des blessés au sein de la population civile environnante. Ces 2 événements, en plein cœur du territoire iranien et contre les alliés de l'Iran en l'organisation du Hezbollah, a mené à une riposte de la part de l'Iran et de ses autorités, en envoyant plusieurs salves de missiles contre Israël qui ont a priori été contenus grâce au système du dôme de fer. Également, d'un point de vue plus judiciaire, la Cour internationale de justice a statué sur le caractère illégal de l'occupation des territoires palestiniens par Israël depuis 1967. Donc il faut savoir que cela concerne les colonies israéliennes en Cisjordanie, mais également Jérusalem-Est, qui normalement est censé relever de l'autorité palestinienne. Au Venezuela, plus loin cette fois-ci de nous, c'était jour d'élection, il y a de cela normalement 3 jours. Une période assez tendue pour la vie politique vénézuélienne dans un cadre très compliqué, d'exil de masse de la population, les Vénézuéliens représentant la part de réfugiés la plus grande dans la population mondiale.
de par, heu, de par l'insécurité, explosant dans le pays, l'inflation également et l'incapacité, du gouvernement central de résorber la situation. Dans ce contexte extrêmement compliqué, les sondages donnaient perdant, le candidat sortant Nicolás Maduro, héritier de, Manuel Chavez. Cependant, celui-ci, a apparemment, d'après les résultats communiqués par les autorités vénézuéliennes, remporté l'élection à 51,2 au premier tour, face à son, 1er adversaire qui lui aurait été à 44. Cependant, des, petites anomalies n'ont pas manqué d'attirer l'attention des observateurs internationaux, notamment le fait que, tous les pourcentages des autres candidats cumulés amenaient à un score, de participation de 109, avec, au moins 3 candidats avec 4,6 des votes, ce qui n'a pas manqué évidemment, heu, de faire réagir à l'international. De ce fait, les résultats ont été